Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. L'allocution d'aujourd'hui sera présidée par mon collègue John DeBoer. Il a fait un travail extraordinaire à refondre nos programmes dans le domaine de la gouvernance depuis qu'il est ici. Il a travaillé avec des collègues qui étaient ici avant son arrivée. Et le sujet de James tombe à point, exactement dans la sphère de compétences de John. James Cocaine est un érudit et acteur politique bien connu. Il vit à New York maintenant depuis quelques années, à l'intersection du monde universitaire, du monde politique et, dans une certaine mesure, le monde des militants sur les dossiers qui l'intéressent. Et je dois dire qu'il a eu des emplois vraiment extraordinaires jusqu'à maintenant. Il était le principal agent juridique à l'unité de lutte contre le crime international en Australie avant de s'installer à New York. Il a travaillé aussi comme fellow à l'Institut national de la paix. Et jusqu'à récemment, il était co-directeur du Centre de lutte contre le terrorisme et il a dirigé leur travail en Afrique et à l'ONU. Son point de mire étant surtout la Corne de l'Afrique. Il est toujours présent dans les débats politiques traitant de la sécurité aux Nations unies. La communauté internationale a été principalement mobilisée dans le domaine du crime, de la lutte contre le terrorisme depuis 12 ans et certaines autres questions n'ont pas été oubliées mais n'ont pas reçu l'attention qu'elles recevaient auparavant. Et James a travaillé très fort et très efficacement pour rectifier la situation. Mais à vous d'en juger, car il va maintenant prendre la parole. Vous avoir rejoint. Pour ceux qui préfèrent suivre les Monsieur Cocaine en français, il y a une traduction simultanée avec les écouteurs disponibles à l'arrière de la salle. Madame Bouchard les rendra disponibles. Et de même pour la période de l'échange qui suivra les propos de Monsieur Cocaine, n'hésitez pas à intervenir en français et nos interprètes vous traduiront. Thank you very much. James. David, thank you for that. Merci de vos bons mots. Je suis ravie d'être ici cet après-midi. Mesdames et messieurs, nous sommes habitués à cette idée que depuis 20 ans, les interventions internationales des forces du maintien de la paix jusqu'au développement ont commencé à contrôler la violence globale, surtout la guerre civile. D'après le rapport de développement mondial de la Banque mondiale, le nombre de décès à la guerre de la guerre civile est tombé d'à peu près 160 000 par année au milieu des années 80 à moins de 50 000 par année au cours de la dernière décennie. Mais si cette histoire de réussite n'était pas véritable, et si la violence n'avait pas cessé, mais simplement s'être transformée, si la violence politique classique interétatique et la guerre civile avaient été simplement remplacées par la violence criminelle des seigneurs de la guerre, des mafias, des gangs et des barons de la drogue.
14 pays ont maintenant un taux d'homicide criminel d'à peu près 30 par 100 000 habitants, ce qui les place dans une gamme similaire à plusieurs guerres civiles. Et souvent, ces taux de mortalité élevés concordent avec la présence du crime organisé. Au moins 2 pays, El Salvador et Honduras, ont des taux d'homicide criminel qui sont à peu près 50 plus élevés que le taux de mortalité actuel en Syrie. En d'autres mots, la violence criminelle risque de devenir aussi menaçant à la sécurité humaine que les conflits. Alors, comment faire face à cette violence? Nous avons même de la difficulté à lui donner un nom. On ne sait pas si on devrait penser aux chefs de gang et aux seigneurs de la drogue comme des acteurs de conflit, à des participants éventuels au processus de la paix ou à titre de criminels. La distinction est loin d'être simplement sémantique. Prenez par exemple les discussions de sortie de l'OTAN en Afghanistan. Que l'on considère les talibans et leurs alliés, comme le réseau Haqqani, comme des belligérants ou des criminels organisés, cela a de véritables impacts, des impacts immédiats. S'ils sont des acteurs politiques, ils peuvent peut-être devenir des partenaires pour la paix, mais s'ils sont criminels, ils doivent devenir des cibles pour l'application ou le respect de la loi. S'ils sont des acteurs politiques, alors il est tout à fait légitime pour les ONG de médiation et humanitaire de s'engager avec eux. S'ils sont criminels, peut-être pas. Alors, nos réponses politiques et même les outils disponibles pour analyser et interagir avec ces groupes deviennent rapidement dépendants du parcours. Et si cette dichotomie est erronée? Aujourd'hui, j'aimerais explorer une hypothèse bien simple. Je voudrais explorer l'idée que le crime organisé n'est peut-être pas simplement en quête de profit, comme on le suppose souvent, mais en fait en quête de pouvoir. Une forme de pouvoir bien particulière, évidemment. Une forme qui fuit ou qui évite l'autorité politique formelle. Une forme de pouvoir qui travaille derrière le trône plutôt que de chercher à l'occuper. Le genre de pouvoir qui gouverne dans l'ombre et depuis l'ombre, mais un pouvoir politique tout de même, un pouvoir qui vise à contrôler le pouvoir prescriptif et normatif de l'État, un pouvoir qui change la dynamique du conflit et la trajectoire du développement de l'État. Mesdames et messieurs, mon allocution aujourd'hui veut explorer les défis qui nous attendent face à ce pouvoir criminel, les défis du combat à vide ou de la lutte à vide. Et je le ferai en répondant à 3 questions. D'abord, est-il logique de penser à une organisation criminelle comme étant en quête de pouvoir plutôt qu'en quête de profit? Et deuxièmement, si c'est le cas, où la violence s'inscrit-elle? Quel est le rôle de la violence dans la quête du pouvoir criminel? Et troisièmement, et alors, qu'est-ce que cela signifie par rapport à notre réaction au conflit, à nos démarches lors du relèvement après conflit et pour le développement? La première question, est-il logique de dire que les organisations criminelles sont en quête de pouvoir plutôt que de profit? Il y a 10 ans, l'économiste Paul Collier de la Banque mondiale et de Oxford préconisait l'inverse, ou presque. Il disait que certains crimes organisés sont politiques, comme je le dis aujourd'hui, mais aussi que toutes les guerres civiles peuvent être comprises comme étant du crime organisé. Les rebelles sont des opportunistes économiques voraces. Le débat qui a suivi sur la cupidité et le sentiment d'injustice a aidé à comprendre la relation entre les motifs et les méthodes des acteurs de la guerre civile. Mais quels sont les motifs et les méthodes des acteurs du crime organisé? Quand sont-ils de simples criminels et quand les considère-t-on comme étant des politiques? On peut résumer cela par ce qui peut être lu dans un traité américain. On dit que
Les acteurs politiques ont des objectifs ont pour objectif le profit, non pas le pouvoir. Eh bien, ça, c'est ce que les experts disent. Mais les criminels, eux, qu'en pensent-ils? Roberto Scarpinato, un expert sur la mafia italienne, parle d'une conversation qu'il a eue avec un mafioso, Marino Manoia, qui est devenu un témoin pour l'État. Et je cite, « L'objectif véritable est le pouvoir. La passion sinistre du capo n'est pas la soif de l'argent, mais bien la soif du pouvoir. Marino Manoia m'a dit une fois, « On croit souvent que les gens travaillent pour la Cosa Nostra pour de l'argent, mais ce n'est qu'une demi-vérité. Savez-vous pourquoi je suis devenu un uomo d'onore? Parce que avant, je n'étais rien à Palerme et par la suite, partout où j'allais, les têtes s'inclinaient. Ça n'a pas de valeur. » Giovanni Falcone, le juge italien anti-mafia qui a été assassiné par Cosa Nostra en 92, appelait ça la logique du pouvoir de la mafia. Et ce n'est pas l'apanage de l'Italie. Adam Malkus, par exemple, un expert sur les cartels de la drogue au Mexique, décrit leur objectif comme étant le pouvoir sur le peuple. Et qui plus est, la concurrence que se font les groupes criminels a tout qui ressemble à la guerre. La guerre de cartel au Mexique a fait plus de 50 000 victimes depuis 5 ans. L'un des grands protagonistes, Los Zetas, venait des forces militaires spéciales du Mexique. Ils ont des armes militaires, des véhicules blindés, des sous-marins et même des systèmes de communication chiffrés. Parallèlement, les organisations de trafic de drogue de la Colombie à l'Afghanistan, la Birmanie jusqu'au Mali ont développé des capacités militaires pour lutter contre les États, de même que les organisations de trafiquants dans d'autres régions de l'Afrique et de l'Europe du Sud-Est. Alors voilà, tout ceci ressemble beaucoup à une guerre, une compétition pour le pouvoir politique, le pouvoir de contrôler l'ordre normatif, la façon dont définit Weber, on le définit dans le Weber. Oui, dans le monde interlope, le crime organisé exerce le pouvoir de gouverner. Je m'explique. Les commerces illégaux ont des défis à relever que les entreprises légales n'ont pas. Il n'y a pas de tribunaux ou de services policiers, alors la possession ne représente pas seulement 9/10 de la loi, mais c'est la loi. Il n'y a pas de recours autre que la violence quand on reçoit des biens et services de piètre qualité. Il y a peu d'informations sur ceux avec qui on traite sur le marché, les contreparties. Tout ce risque exige de gros investissements et coûts d'emprunt avec des horizons de planification très brefs et peu de temps pour disposer des biens pour réaliser des profits. Alors, qu'arrive-t-il? Les grands criminels commencent à combler les vides. Moyennant un certain montant ou une part, ils vont régler les conflits, donner des garanties de contrepartie, établir des normes, affecter des ressources. Ils vont même vous donner de la protection contre un dirigeant étranger comme l'État qui veut s'ingérer sur le marché. Et c'est dans ce sens que Donald Cressy, il y a 50 ans, a dit au Congrès américain que le crime organisé est, je cite, « est une entreprise et un gouvernement ». Les groupes du crime organisé peuvent constituer des armées, bien sûr, mais ce qui est très révélateur, c'est qu'ils peuvent aussi assumer des fonctions judiciaires et législatives sur certains territoires, marchés ou au sein de certaines populations. Alors qu'ils assument ces fonctions de gouvernement, ce qui distingue le crime organisé des acteurs de la guerre civile, c'est justement que le crime organisé ne cherche pas à remplacer l'État, comme le font les groupes rebelles et insurgents traditionnels. Le crime
crime organisé dirige le monde interlope dans l'ombre. Mais pour qu'il y ait un monde interlope, il doit y avoir un autre monde. Il n'y a pas d'ombre sans quelque chose comme l'État qui projette cette ombre. Comme Herman Schwartz l'a expliqué, je cite, « C'est la décision de l'État de coder les activités comme étant licites ou illicites, sa décision d'offrir ou de refuser l'application de la loi qui fait que la mafia existe. Éliminez ou supplantez l'État et vous éliminez les tarifs criminels, vous éliminez les loyers criminels et vous perdez la base des organisations criminelles. Le pouvoir criminel est un type de pouvoir politique unique et informel qui exige la présence de l'État, à tout le moins formellement. Comme on le verra, il cherchera peut-être à influencer l'État et sa façon d'utiliser son autorité, mais il cherche certainement à exclure l'État du monde interlope. Et pour le crime organisé, par contre, il faut absolument une forme d'État. Et c'est ce qui nous amène à conclure à tort, parce que le crime organisé ne veut pas remplacer l'État, qu'il ne veut pas chercher le pouvoir politique. Eh bien, mesdames et messieurs, le moment est venu de réexaminer cette croyance. Nous arrivons maintenant à notre deuxième question. S'il est vrai que certaines organisations criminelles possèdent le pouvoir politique, à ce moment-là, comment est-ce qu'ils ont atteint ce pouvoir? En premier lieu et en particulier, quel est le rôle de la violence dans cela? À deux endroits. D'abord, à titre d'outil d'organisation interne et deuxièmement, à titre de moyen de se positionner à l'externe contre les rivaux. D'abord, parlons de la question d'organisation interne. Lorsqu'on pense à certains groupes de crimes organisés qui possèdent le pouvoir, à ce moment-là, il s'ensuit qu'ils doivent construire ce pouvoir au sein, de fait, à partir des lacunes de la capacité du gouvernement de l'État. Alors, le pouvoir d'application faible de l'État signifie de risques faibles et de coûts faibles pour la production et la distribution de biens et services illégaux. Ça signifie également plus de possibilités de gouverner les marchés criminels et de récolter les loyers criminels. Lorsqu'on se rend compte de cela, la convergence entre le conflit et le crime devient beaucoup plus logique. En affaiblissant l'État, sans l'éliminer complètement, le conflit facilite l'organisation criminelle de sorte et le développement du pouvoir qui gouverne, ça devient moins coûteux, plus facile. Pensons à quelques exemples. Au Guatemala, la guerre civile a détruit l'infrastructure clé, a réduit les finances de l'État et a affaibli et délégitimé les agences chargées de l'application de la loi. La population active a acquis davantage d'habileté dans le domaine de la violence, aversion, déteste le risque et peu de perspectives dans l'économie légitime. Le résultat, à ce moment-là, les réseaux criminaux ont augmenté et les trafiqueurs de l'étranger, comme les Los États du Mexique, ont construit des chaînes d'approvisionnement contre la frontière dans l'Afrique occidentale. Des décennies de guerre et d'ajustements structurels ont fait en sorte que les officiels de l'État, surtout les militaires, sont confrontés à de faibles revenus des supérieurs ou des commettants qui exigent le favoritisme et une faible protection contre l'application de la loi de la part de l'État. Le résultat, le Mali, les officiaux sécuritaires et l'élite politique sont une proie facile pour les organisations qui font le trafic à l'étranger et les capacités militaires sont en chute libre et les acteurs armés qui ne sont pas de l'État deviennent une menace de plus en plus importante. Dans les Balkans, la violence est devenue normalisée au fil des années de conflit. Les discours sur le nationalisme couvrent les activités criminelles. La diaspora de réfugiés a offert de force facile pour les organisations criminelles transnationales. Et la privatisation, ces programmes ont fait en sorte qu'il est facile de blanchir le butin de la guerre. Le résultat, la transformation de milicias et groupes criminels sont devenus des machines politiques et un parti au pouvoir qui, on allègue, a fait du trafic d'organes
c'est-à-dire que le conflit réduit le coût du crime, réduit le coût de ce que je vais appeler les 4 C. Les 3 capacités dont le crime organisé doit avoir pour réussir: la coercition, la corruption et communication. Ici, réduit le coût du contrôle. Le 4e C. Parlons maintenant de la contrainte ou de la coercition. Cette capacité est centrale pour le crime organisé, est utilisée pour veiller à l'application de la discipline, les contrats, attaquer les rivaux et pour l'accumulation primitive de capitaux, c'est-à-dire le vol. Le conflit fait en sorte que la coercition est moins chère, l'expertise et les armes sont facilement disponibles, ou la corruption. Les groupes criminels utilisent la corruption pour acheter une protection politique et contrôler la façon dont les États font et veillent à l'application des normes. Le conflit fait en sorte que c'est plus facile parce que gagner sa vie devient plus insécure et les salaires de l'État réduisent le prix demandé. Ou communication, comme toute affaire légitime, le crime organisé persiste seulement s'il peut garder une licence sociale qui lui permet de fonctionner. Cette licence, est-ce qu'elle est vaste et ça dépend de la nature du commerce, en particulier le fait qu'elle se fonde sur la main-d'œuvre. La production de stupéfiants exige une forte intensité de main-d'œuvre. Il faut donc une licence sociale vaste. Et pour le trafic de stupéfiants, eh bien, c'est moins. Le conflit fait qu'il est plus facile de gagner cette licence. En ayant cherché les groupes endurcis, les groupes criminels deviennent des dispensateurs de protection et par conséquent, à partir de la Bosnie et de l'Irak, nous avons vu qu'il y a eu une purification ethnique des campagnes et c'est donc une couverture pour les groupes criminels qui leur permettent donc d'obtenir le contrôle des routes de stupéfiants. Et il y a aussi la capacité de gérer toutes ces capacités, le contrôle. Gérer ces capacités peut représenter un réel défi pour les organisations criminelles. Les agents criminels sont entourés de tentations pour qu'ils volent leurs patrons. Surveiller des travailleurs est difficile étant donné la nature clandestine de l'entreprise. On ne peut se fier sur les tribunaux pour veiller à l'application des contrats relativement à l'emploi. Plusieurs organisations criminelles ont ces capacités, ont ces défis. Ils forment donc une culture d'entreprise très forte, une culture criminelle que l'on partage, offre un système d'opération commun et un frein psychologique pour ce qui est de tricherie et défection. Les groupes criminels partout dans le monde développent des codes criminels sophistiqués tels que la mafia sommerta. Les rites de passage de l'extérieur du groupe au groupe sont communs et la transformation existentielle de cette identité individuelle est souvent écrite directement et ineffablement sur le corps. Il y a la culture du tatouage que l'on voit dans la mafia russe, le yakuza japonais et le maras de l'Amérique centrale. Encore une fois, le conflit fait que cela est plus facile. La guerre nous donne des réseaux sociaux très serrés, plusieurs qui mènent à des organisations avec un style de commandement, de style militaire et contrôle. Et les milices post-conflit sont bien placées à ce moment-là pour se déplacer, se retrouver dans le crime organisé et le font souvent, comme Kosovo. Au moins, pendant que l'État demeure formellement en place, le conflit semble offrir des avantages comparatifs pour les organisations pour aller chercher des loyers criminels. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Ça nous explique comment les groupes criminels s'organisent à l'interne, mais ne nous parle pas de nos attentes. À quoi peut-on s'attendre de ces groupes criminels? Comment vont-ils se positionner dans l'environnement contre les acteurs de l'externe? Je vais maintenant vous répondre à cette question, positionnement externe. À mon avis, cela est essentiel pour que nous comprenions pourquoi, comment et quand les groupes criminels utilisent la violence. Mon hypothèse à moi, c'est qu'il y a
a au moins certains groupes criminels qui utilisent la violence de façon stratégique. Ils font des choix délibérés au sujet de la force, comment utiliser la force pour tirer profit de leur pouvoir politique. Et le font non seulement dans leurs transactions avec les groupes rivaux, mais souvent avec des États, d'autres sources d'autorité politique, telles que des chefs de tribus ou des institutions religieuses, ou même des acteurs de développement international ou des gardiens de la paix. Dans les quelques minutes qui me sont accordées, j'aimerais vous parler d'une typologie de 5 stratégies de positionnement qu'utilisent les acteurs criminels dans le vrai monde pour tirer profit de leur pouvoir politique. Ce sont la stratégie des seigneurs de la guerre, stratégie de la mafia, terrorisme utilisé comme stratégie criminelle, la stratégie Océan Bleu ou le monde interlope et la stratégie de co-entreprise. Chacune de ces stratégies a de différentes et d'après moi très différentes conséquences pour la fin du conflit et le relèvement et pour des stratégies de développement. Commençons d'abord par la stratégie des seigneurs de la guerre. Le conflit contemporain et les processus d'établissement d'État souvent génèrent des enclaves territoriales au sein des États qui sont dirigés par des hommes forts militaires et des groupes d'insurgents. Souvent, ces enclaves sont des artefacts de la géographie ou résultats de l'État qui a du mal à pénétrer une chaîne de montagnes ou fonctionner dans une jungle ou devant un désert. On voit des exemples de cela en Colombie, en Birmanie et en Afghanistan et maintenant dans une partie du Sahel. Les chefs qui se retrouvent au sein de ces enclaves adoptent ce que j'appellerais une posture néo-féodale envers l'État. Ils ne veulent pas remplacer l'État. Ils ne veulent pas non plus se retirer de l'État, mais plutôt d'exercer un haut degré d'autonomie tout en restant au sein de la hiérarchie officielle de l'État. C'est une stratégie d'accommodation de facto, souvent soutenue par le biais d'une combinaison d'hostilité à faible niveau avec les forces de l'État et la corruption de ces mêmes forces de l'État. L'objectif n'est pas l'objectif d'une guerre civile, d'un acteur de guerre civile ou insurgent n'est pas de remplacer l'État, mais de laisser l'État où il est et d'éviter le coût et les responsabilités du règne officiel en gardant suffisamment de contrôle militaire des marchés locaux pour pouvoir récolter les avantages de ces marchés, de gouverner ces marchés, surtout lorsqu'il y a des loyers criminels disponibles. Ce ne sont pas les seigneurs de la guerre de l'Europe moderne. Ils ne veulent pas renforcer les rapports entre le capital productif légal et la coercition armée comme l'ont fait les princes de l'Europe. Mais les seigneurs de la guerre aujourd'hui veulent tirer revenus des marchés criminels qui fonctionnent au sein du territoire qu'ils contrôlent, de l'opium en Afghanistan et en Birmanie, du coca en Colombie, la piraterie en Somalie, des diamants et du caoutchouc et du bois au Libéria. Ces seigneurs de la guerre utilisent la force pour régir les marchés criminels, le font même de la stratégie criminelle. Comprendre la centralité de ces économies criminelles et des pouvoirs politiques de ces seigneurs de la guerre est essentiel si on veut comprendre comment façonner nos résolutions de conflits et efforts de développement. La question de capacité institutionnelle, la nature des loyers criminels que contrôle un seigneur de la guerre semble dicter la portée et la nature des structures gouvernementaux qu'ils vont construire. Si les loyers criminaux, on revient à la question sur la licence sociale, si les loyers criminaux viennent d'activités à forte intensité de main-d'œuvre telles que la production de l'agriculture, telles que la culture du coca ou des coquelicots, l'extraction des minéraux, à ce moment-là, le seigneur de la guerre aura besoin d'une participation, un certain montant de participation, non pas nécessairement légitime. Il y a donc un appareil gouvernemental qui peut voir le jour dans ce cas-là, même s'il est il est plus personnalisé et on s'attendrait normalement d'un appareil gouvernemental étatique. Un tel appareil peut offrir une base institutionnelle pour les activités de développement internationaux
mais cependant, ce sera problématique et autoritaire. Mais qu'en est-il si le seigneur de la guerre ne se fie pas sur cette économie locale à forte intensité de main-d'œuvre et s'aligne tout simplement sur les taxes, les impôts de mouvements criminels transnationaux, comme on voit dans certaines situations où il y a trafic de stupéfiants. À ce moment-là, le seigneur de la guerre est moins porté à offrir des services gouvernementaux et assistance sociale pour aider la population locale. Et ce pouvoir politique et financier vient non seulement de la main-d'œuvre, mais tout simplement d'imposer des impôts sur un mouvement d'un petit nombre de personnes. Alors, la capacité institutionnelle est plus mettre l'accent davantage sur le contrôle et moins sur la prestation de services. Ces types de seigneurs de la guerre sont moins susceptibles d'être de bons partenaires pour le développement et la coopération. Il faut comprendre la base des loyers criminels que contrôle le seigneur de la guerre est essentiel pour comprendre notre stratégie d'engagement. Passons maintenant à une deuxième option de positionnement pour les organisations criminelles, la stratégie des mafias. Plutôt que de se tailler un territoire où ils pourront régner de façon assez autonome comme un seigneur de la guerre, certaines organisations criminelles s'incrustent à titre d'intermédiaires fonctionnels entre les États et certains segments de la société, sans pour autant exercer un contrôle militaire exclusif sur un territoire défini. Ça leur donne un pouvoir d'intermédiaire ou de négociateur en quelque sorte qui leur permet de contrôler les loyers criminels et mène ainsi à la naissance d'organisations criminelles, nous les appelons mafias. Les mafias ont des pouvoirs de négociateurs, contrôlent des groupes marginalisés aux biens et services offerts par des pouvoirs politiques, alors que étant un peu gardien pour l'État et son accès aux populations locales, ils utilisent la violence pour gouverner cette interface entre le monde interlope et l'autre monde en contrôlant les marchés criminels et en soutirant des loyers criminels. C'est ce qui s'est passé en Italie du Sud, en Jamaïque et en Haïti. Et c'est inquiétant, ça semble être un aspect récurrent d'intervention telles qu'à Kosovo, en Russie, en Amérique centrale. Et pourquoi? Il y a plusieurs volets de politique internationale contemporaine dans ce milieu post-conflit qui, et ça fait peur, semble encourager les groupes armés post-conflit d'encourager et d'adopter une stratégie de mafia. D'abord, on met l'accent sur les élections. Les politiciens ont besoin de votes et ils se retrouvent donc dans les mains d'hommes de la mafia qui peuvent leur donner ces votes. Les politiciens ont besoin pour les finances de la campagne et de sorte qu'ils se livrent au pillage pour avoir de l'argent à portée de la main. Et tous ces acteurs illicites utilisent la finance des campagnes politiques pour blanchir leurs gains de guerre et pour perpétrer leur structure de pouvoir. Et ce qui semble indiquer qu'on doit repenser le contrôle de finances de campagne dans des contextes post-conflit. En deuxième lieu, on met l'accent sur la localisation pour le relèvement post-conflit, comme on l'a vu par exemple en Afghanistan et en Somalie. Il y a de très bonnes raisons pour réduire les dépenses et l'application du pouvoir au niveau local. Après un conflit, ça aide à générer la légitimité démocratique qui peut protéger le gouvernement central des efforts de corruption criminelle. Mais cela fait seulement en dispersant ces efforts au niveau local. Cela encourage les acteurs criminels à cibler les personnes qui contrôlent les dépenses et l'application et ces personnes sont plus susceptibles d'être vulnérables que des institutions centrales parce que surveiller des organes locaux est beaucoup plus coûteux. Alors, le danger, c'est que cette politique a une conséquence inattendue, fait en sorte que la criminalité se retrouve au niveau local et l'enchasse à ce niveau. C'est certainement la tendance dans les États fédérés tels que les États-Unis et la Colombie. Et on pourrait dire aussi que ça a été présent dans le développement historique de pays comme le Mexique et l'Italie.
Troisièmement, on met l'emphase sur les marchés et la libération des marchés dans la politique économique post-conflit. Les deux politiques récompensent les personnes qui ont un pouvoir existant du marché, ignorant le fait que d'habitude, ça découle. Donc, on a vu le jour du canon d'un arme à feu. Alors, il y a énormément de possibilités de blanchiment, comme on l'a vu en Russie et Kosovo. La libération active des marchés crée donc un capitalisme de copains-copains, comme on l'a vu dans des endroits comme le Kenya, et précipite la libération des échanges commerciaux, des récompenses sur ceux qui ont une capacité de trafic entre les marchés internationaux financiers et la population locale. Les mafias. En fait, l'interface entre les marchés locaux et l'autorité politique à l'étranger. En d'autres mots, on récompense les mafias. Alors, passons maintenant à une troisième stratégie criminelle qui existe dans le monde réel. C'est ce que j'appelle le terrorisme comme stratégie criminelle. C'est une stratégie de confrontation où les seigneurs de la guerre et les stratégies de la mafia sont des stratégies d'accommodement. Le terrorisme est une stratégie qui implique souvent l'effort d'un groupe criminel de se défendre contre les pressions ou l'intrusion de l'État pour forcer un changement dans la politique ou les pratiques. Et les exemples sont nombreux. Les attaques au milieu des années 90 sur certains avions et même le cartel Medellín, l'attaque de Costra, puis différents autres personnages du début des années 90 ou plus récemment, les attaques de 2006 au Brésil par le PCC, Primeiro Comando da Capital. Le terrorisme comme stratégie criminelle peut aussi avoir un côté plus agressif si l'objectif n'est pas l'État, mais bien la population elle-même. On comprend que les tactiques de décapitation des milices sectaires de l'Irak, ils veulent dépeupler certains quartiers afin de permettre à ces criminels de contrôler les routes de trafic et le parc immobilier, donc les logements. Même chose pour l'ablation de membres à la Sierra Leone qui vise à contrôler les mines de diamants. Le danger avec une telle stratégie, par contre, c'est que cela crée une course aux armements avec d'autres groupes criminels, un peu comme ce que l'on voit au Mexique. Et chaque groupe doit avoir recours à des tactiques toujours plus brutales pour terroriser la population de plus en plus effrayée et l'assouvir. La violence croît et les possibilités de développement sont de moins en moins nombreuses. Passons à la quatrième stratégie, la stratégie Océan Bleu. Ce n'est ni une stratégie d'accommodement ou d'oppression. Ces groupes veulent simplement partir, se déplacer, chercher de nouveaux marchés dans d'autres régions géographiques ou par l'innovation technologique. On parle de stratégie Océan Bleu à cause d'une belle petite histoire qu'un consultant en affaires a créée. L'idée, c'est que les pirates travaillent dans un marché très surpeuplé, à tel point que l'océan tourne au rouge sang. Alors, de malins pirates ont décidé de partir et de s'en prendre à un tout nouveau marché qui était réservé à la navigation, au transport maritime. Mais, en fait, c'est ainsi que s'est développée la piraterie en Somalie au cours des 10 dernières années. En Somalie et dans l'ouest de l'Afrique, les entrepreneurs armés ont combiné les technologies existantes comme les AK-47, le grappin et le skiff de façon tout à fait innovatrice pour construire une nouvelle industrie, l'industrie de la piraterie, qui s'en prend au transport maritime et à leur actif encore plus précieux, les marins. Il y a d'autres exemples de stratégie Océan Bleu en Afrique aussi dernièrement. Dans les années 90, lorsque la QIM a été confrontée aux forces de sécurité de l'Algérie, elle s'est tournée vers le sud, vers le Sahel. Là-bas, au cours de la décennie qui a suivi,
Elle s'est incrustée dans l'économie du trafic là-bas, puis utilisé la stratégie Océan Bleu pour développer une toute nouvelle industrie, l'industrie de la prise d'otages, qui est la source de la plupart de ces coûts aujourd'hui. Mokhtar Belmokhtar, qui a assumé la responsabilité de l'attaque sur l'installation de gaz à Menas, était un grand partisan de cette stratégie. Et ce sont les rançons qu'il a obtenues qui lui a conféré son pouvoir aujourd'hui. Sa stratégie a été alimentée par l'arrivée imprévue d'autres acteurs criminels de stratégie Océan Bleu, comme les trafiquants de cocaïne qui avaient répondu aux efforts d'interdiction en préconisant une toute nouvelle route par l'Europe. Donc, ils apportaient leur cocaïne en passant par le Sahel. La QIM fait une partie de son argent aujourd'hui en protégeant justement ces parcours de trafic. Et en passant, ils font aussi de l'argent en protégeant le trafic de cigarettes. C'est pour cela que Mokhtar Belmokhtar est connu à ce titre. Le défi de ces stratégies pour la communauté internationale sont profonds. Lorsqu'on se rend compte que les acteurs criminels peuvent se tailler de tout nouveaux marchés et qui peuvent même changer de continent pour le faire, nous commençons à nous rendre compte que le défi de développer des stratégies à l'épreuve du crime pour le relèvement des régions sera difficile. Dans le rapport sur le développement mondial en 2011, on dit bien que les efforts de contrôle du crime dans un pays peuvent avoir un effet plus négatif sur d'autres pays. Alors, on ne veut pas prendre le risque de déplacer le crime dans les États voisins, mais on peut le faire même au-delà des océans. Comme l'a dit Ivan Briscoe, comment est-ce que la cocaïne des Andes s'est rendue au Sahel? C'est peut-être parce que les politiques mal réfléchies de relance facilitent le crime, comme par exemple une libéralisation trop rapide de l'économie. Ceci suggère que l'on pourrait ainsi attirer le crime d'outre-mer et certains disent même que c'est ce qui est derrière le trafic de la cocaïne dans l'Afrique occidentale. Il était de plus en plus facile de le faire. Et pourtant, c'est une possibilité que peu d'analystes qui s'occupent de planification militaire ou de développement prennent en considération. Et enfin, il y a une cinquième option de positionnement, nonobstant qui n'est pas distincte de l'État, mais il s'agit de faire des États des co-entreprises entre le monde ordinaire et le monde interlope. Dans cette situation, le crime organisé devient un cadre stratégique pour le gouvernement national en soi, l'organisation interne et la gestion des capacités étatiques et ses politiques étrangères. Des exemples récents incluent le Libéria avec Charles Taylor, la Serbie avec Milosevic et la Guinée-Bissau et probablement des parties de l'Afghanistan et de la Birmanie, possiblement aussi la Corée du Nord. Il y a une contrepartie bien simple ici. Dans la stratégie de coentreprise, les acteurs politiques utilisent les finances criminelles et l'organisation comme un instrument. Ils ont accès aux revenus illégaux, à des forces clandestines et à des réseaux sociaux au-delà de la politique quotidienne. Les institutions militaires et politiques nationales servent pour maintenir le contrôle des loyers criminels et d'autre part, les acteurs criminels utilisent les actifs de l'État dans le cas pour fonctionner. Ils ont accès aux immunités de l'État et aux passeports, à des aéronefs nationaux et aux registres d'expédition, à des comptes bancaires et à des navires aussi pour le trafic. Ce qui leur donne des avantages concurrentiels énormes sur leurs rivaux criminels.
Cela devient en fait moins cher de faire des affaires. L'attrait de cette stratégie pour les acteurs politiques dans des milieux touchés par les conflits est évident. Il semble offrir un raccourci pour accroître les revenus et réduire la violence. On peut utiliser, si vous êtes un gouvernement national, la promesse d'accès aux marchandises transnationales illicites comme une source de pouvoir, une façon d'acheter des dividendes de la paix. Voilà comment, par exemple, l'armée de Birmanie a conclu la paix avec les pays du Nord-Est dans les années 80 et 90. Et c'est aussi comment les gouvernements précédents avaient fait la paix avec les sécessionnistes. Et comme l'exemple de Birmanie le suggère, cela peut réduire la violence à court terme, mais cela pose des problèmes à plus long terme parce qu'on récompense la violence, mais on enlève tout incitatif de gouvernement étatique et de gouvernance efficace. Donc, le développement d'une base productive et d'une imposition efficace n'est peut-être pas la meilleure façon pour un État de trouver des ressources financières et la sécurité politique. Les systèmes de protection sociale, comme les tribunaux, les services policiers ou les systèmes de bien-être social, ne sont peut-être plus attirants pour l'État, pour les dirigeants. Au lieu de cela, comme Will Reno l'a expliqué, les acteurs politiques utilisent les prérogatives de l'État et les actifs de l'État et créent ainsi un cadre de réglementation à l'extérieur des institutions d'État. L'ombre d'une structure formelle de gouvernance qui repose sur des liens informels. Et qui plus est, ça peut paraître rationnel pour certains dirigeants de laisser des grandes sections de leur territoire ou de la population sous le contrôle des criminels ou des rebelles dirigés par des seigneurs de la guerre et avec une autonomie relative. Alors, c'est une façon de comprendre ce qui se passe en Afghanistan à l'heure actuelle ou même ce qui s'est passé dernièrement au Sahel. Donc, comment pouvons-nous utiliser cet nouvel éclairage pour les stratégies, comprendre les stratégies des groupes afin d'améliorer nos propres réponses stratégiques? Quelles sont les conséquences de tout ceci pour la résolution du conflit, le relèvement post-conflit et le développement? Eh bien, tout simplement, tout ceci semble suggérer que si nous allons améliorer notre capacité de faire la paix avec de telles organisations criminelles et les empêcher de détourner le relèvement post-conflit, processus de développement, nous devons investir beaucoup plus. Nous devons mieux les comprendre, leurs organisations et leurs stratégies. Nous devons comprendre d'où provient leur pouvoir et comment ils réussissent à garder ce pouvoir. Il y a plusieurs étapes pratiques à prendre et j'aimerais, dans les quelques minutes qui me restent, vous en décrire 7. En premier lieu, nous devons développer des gabarits analytiques communs, identifiant les différents types d'acteurs criminels, décrivant leur motivation et leurs méthodes. En deuxième lieu, nous devons commencer à incorporer ce type d'analyse de stratégie criminelle pour en repérer les conflits, la planification militaire et la planification du développement. Par exemple, dans le développement de stratégies de réduction de pauvreté. Troisièmement, on peut investir dans la recherche pour comprendre l'impact de ces économies criminelles sur le processus de paix. Il y a toute une foule de cas intéressants où les gouvernements tentent de faire la paix avec les groupes criminels. En Birmanie, en Colombie, El Salvador, au Sierra Leone, au Nigeria, en Jamaïque, en Italie. Mais il n'y a pas de comparaison systématique pour qu'on puisse déterminer ces efforts de paix, quels résultats ils ont donnés. Quatrième lieu, nous devons commencer à comprendre comment le crime organisé change la géographie de l'édification de la paix et le relèvement post-conflit. Ces efforts semblent se retrouver au niveau national, mais les économies criminelles ne fonctionnent pas de cette façon-là, ne se limitent pas aux frontières d'un seul pays.
ils peuvent être très localisés et puis ils jumellent ça avec des flux de marchés transnationaux. On doit réfléchir maintenant sur les activités de paix, comment ils sont touchés par cette géographie. Est-ce qu'on doit engager les diasporas transnationales davantage ou plutôt les acteurs d'entreprise? Je reviens à ce que j'ai dit auparavant au sujet du rôle de la contrebande de cigarettes au Mali. Il y a certains commentateurs qui semblent croire qu'il y a un montant important de contrebande dans le Sahel parce que c'est une politique délibérée par les fabricants de cigarettes de contourner les taxes de l'État pour l'importation dans le Maghreb. Tout cela signifie que peut-être que les fabricants de cigarettes ont une influence sur la base financière des acteurs dans le nord du Mali. En changeant leur politique, ils peuvent modifier la dynamique économique de la région et par conséquent la dynamique politique et militaire. C'est peut-être le cas, ce n'est peut-être pas le cas, ce n'est qu'une hypothèse, mais semble indiquer que nous devons réfléchir à l'extérieur, la base traditionnelle de ces acteurs afin de changer les économies politiques que ces acteurs utilisent pour soutenir le conflit. Est-ce qu'il nous faut renforcer les capacités pour mettre en œuvre ces ententes au niveau local en faisant des ententes avec des intervenants locaux? On sait que les marchés criminels fonctionnent de façon très différente en fonction de l'endroit. Et même si nous avons ce type de surveillance et d'application à l'échelle locale, comment tout réunir pour établir un cadre de stratégie nationale? Quelles sont les capacités techniques dont nous avons besoin pour avoir une stratégie cohérente à l'échelle locale à différents endroits? En cinquième lieu, on doit réfléchir à la façon dont les récompenses pour les criminels organisés pour qu'ils acceptent des règlements de paix et encourager le développement d'économies productives plutôt que criminelles. Nous devons nous demander si nous sommes prêts normativement à offrir ce type de récompense des amnisties. Peut-être, mais on devrait tenir compte de ce que cela a donné en Colombie et au Nigeria. Est-ce que les marchés ont quitté les marchés criminels ou ça crée des incitatifs pour augmenter les activités criminelles? Qu'en est-il de licences? Est-ce que nous pourrions offrir les acteurs criminels la possibilité de continuer leurs activités, leur entreprise, mais peut-être sous la supervision de l'État ou à l'échelle internationale? Et pour ce qui est de la coupe de bois, pas de problème illégal, mais pour le trafic de drogue, ça semble un peu plus difficile. Mais comme nous savons, ça semble être la façon dont la violence a été réduite dans certains pays. Qu'en est-il d'autres moyens de gagner sa vie? On pourrait peut-être offrir aux acteurs de crime organisé une alternative. Si nous parlons de fantassins, on peut le faire. Mais si on parle des gars qui se retrouvent au sommet, qui ont la grosse partie des recettes, des revenus, est-ce qu'on peut leur offrir quelque chose qui sera suffisamment attirant? Est-ce la façon de reproduire le processus de création d'État comme l'Europe moderne ou c'est plutôt un sentier qui va enclencher l'influence criminelle et pour qu'ils se retrouvent au sein du système politique? Sixièmement, il faut réfléchir à la façon dont on peut veiller à l'application des ententes de paix qui comprennent les acteurs criminels lorsqu'ils font défection. Quels sont les leviers et les incitatifs disponibles pour mettre fin à cette défection? Il faut examiner systématiquement comment contrôler la corruption criminelle de la sécurité des agences policières. Mais on n'a pas fait beaucoup d'analyses comparatives là-dessus, mais j'imagine qu'il y a aussi un enseignement à tirer d'efforts, pas l'application forte de l'appareil de sécurité, mais l'application plutôt souple de la part des collectivités. Et là, il s'agit d'étudier des exemples comme des efforts aux États-Unis qui visent à contrôler la violence des bandes ou de programmes comme ceux qui sont dirigés par les ONG à Viva Rio dans les favelas
du Brésil, qui semble suggérer qu'on doit se fier moins sur le maintien de la paix, la police, et plutôt sur une résistance civile au crime organisé au départ. Nous avons vu ce type de résistance civile émerger en Sicile avec la campagne anti-Pizzo, où on faisait boycott des entreprises qui succombaient à l'extorsion des mafias. On l'a vu à Hong Kong avec des campagnes de transparence. Mais comment est-ce qu'on peut reproduire ceci ailleurs? Ça, ce sont des efforts de bas en haut, des efforts à partir de la base. Quel est le rôle à jouer pour, à l'échelle étrangère pour les donateurs? Comment est-ce qu'on peut profiter de cette autorité non étatique qui existe, des structures telles que les religions, les chefs traditionnels et les groupes de femmes? Quel rôle peut jouer les médias? Et enfin, nous devons réfléchir aux obstacles à l'engagement avec des acteurs de crime organisé, même si nous voulons. Il y a des obstacles très pratiques. L'information quant à la façon dont fonctionnent ces groupes est dispersée. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette information pour une réponse gouvernement sensée? Mais ça peut être plus difficile. Certains de ces obstacles sont normatifs. Donc, en étiquetant des groupes comme étant criminels au départ, ils deviennent des cibles pour l'application de la loi plutôt que des partenaires pour la paix. Et ça devient alors bien difficile pour les médiateurs et ceux qui se chargent de l'édification de la paix de communiquer avec eux. Il y a certains groupes criminels qui se retrouvent sur la liste, alors ça devient bien difficile pour les médiateurs de mener des discussions avec eux. Personnellement, je crois que c'est peu probable interdire l'engagement avec ces groupes. C'est peu probable parce qu'on ne comprendra pas ce qui fait, comment ils réfléchissent, comment ils développent leur pouvoir, comment ils le soutiennent et par conséquent, comment nous pouvons réduire ce pouvoir. Mesdames et messieurs, jusqu'à ce que nous reconnaissions le crime organisé pour ce que c'est-à-dire une stratégie qui vise à atteindre et posséder un pouvoir politique particulier. Nous avons peu de chances de gagner ce concours contre le crime organisé. Nous serons condamnés à une boîte d'ombre. Et ceux qui sont gouvernés et les conséquences, ce ne sera pas nous qui les subirons, mais ce sont plutôt ceux qui sont régis par le crime organisé qui donc font l'objet de sa violence. Merci beaucoup. Merci, James. Je m'appelle John DeBoer, du CRDI, comme David l'a mentionné auparavant. Merci de ces propos un peu qui nous rendent un peu mal à l'aise cette présentation. Nul doute, c'est un sujet qui est extrêmement difficile au chapitre de la recherche. Nous avons très peu de données également à ce sujet, mais de plus en plus, on reconnaît que c'est un élément essentiel de notre travail à l'échelle mondiale, mais aussi le changement sur le terrain. Il nous reste environ 30 minutes réservées aux questions. Nous avons 2 micros ici. J'aimerais vous encourager, si vous avez des questions à poser, à les poser devant le microphone. Don't hesitate. Aussi, I believe James aussi capable de parler en français. Now, while people are making their way, alors que vous vous dirigez au micro, j'ai quelques questions à poser. Je pense que vous nous avez provoqué. Bien honnêtement, il nous faut repenser de façon monumentale la façon dont on envisage le crime organisé, les liens entre le crime organisé, le développement, la sécurité, également la diplomatie. Vous avez parlé d'entente de paix, de règlement politique. Il y a un point fondamental qui en ressort, c'est que nous avons depuis trop longtemps peut-être on met l'accent sur un transfert pacifique de pouvoir d'un groupe à l'autre, mais nous n'avons pas compris comment nous pouvons transformer ces pouvoirs. Et là, encore une fois, central, d'après votre discussion ici, le rôle joué par le crime organisé, ce pouvoir d'ombre. Alors, quelles sont ces conditions qui nous permettront de poursuivre notre voie, de passer du transfert au pouvoir à un de transformation et plus personnellement, reconnaissant
qu'il faudra faire beaucoup plus de recherches dans le domaine. J'aimerais savoir comment vous avez mené cette recherche. Il y a des risques qui s'y rattachent, c'est sûr. C'est bien difficile d'aller au-delà des anecdotes. Alors, parlez-nous de vos voyages en Somalie, de votre monde et donnez-nous un petit aperçu de cette recherche sur le terrain, ce que cela représentait. Je vais répondre à la deuxième question en premier. C'est facile lorsque je peux entrer et dire mon nom, bonjour, je m'appelle M. Cocaine. Alors, ça brise la glace lorsqu'on veut faire de la recherche sur le crime organisé. C'est fort difficile. Les données dans ce domaine sont peu disponibles et lorsque nous en avons, on ne sait pas si on peut faire confiance à ces données. Alors, somme toute, on appelle ça des preuves qui sont à la barre. On essaie de déterminer quels sont les motifs de la personne pour essayer de comprendre quels sont les objectifs. Comme je l'ai dit, on ne peut toujours en arriver à d'analyse fiable. On cherche plutôt des tendances générales. Il est incroyable aussi de voir comme les gens sont disposés à parler de ces activités, justement à cause de ce que j'ai dit, que ce n'est pas nécessairement perçu comme étant illégal. C'est souvent une source d'approvisionnement en biens et services pour les collectivités locales. Donc, ils comprennent peut-être que c'est illégal, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas légitime. Les autorités légales peuvent s'engager dans toutes sortes de comportements qui les font paraître encore plus illégitimes, par exemple, parce qu'ils vont demander à la population locale des pots de vin. Il faut comprendre que le légal et l'illégal ne déteint pas nécessairement sur le légitime et l'illégitime. Ensuite, pour en venir à votre question sur les conditions essentielles pour la transformation du pouvoir plutôt que le transfert du pouvoir, et c'est une excellente façon de poser la question, John, eh bien, ceci dépend bien sûr des cas, de cas particuliers. Mais il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. D'abord, c'est vraiment difficile. C'est une leçon qui nous a été remémorée tous en regardant les efforts déployés par certains pays, plus particulièrement les États-Unis, pour essayer de transformer des structures politiques dans le monde depuis 10 ans, plus particulièrement. Deuxièmement, si vous voulez avoir la moindre chance de réussir à transformer les structures de pouvoir à long terme et de façon viable, il faut combiner les carottes et les bâtons et il faut que ce soit enchâssé dans les ordres normatifs locaux. Et ce que j'entends par là, en termes pratiques, c'est qu'il faut pouvoir compter sur le soutien de la société. Vous devez trouver où sont les sources de pouvoir dans la société civile avec lesquelles vous pouvez travailler et aligner leur structure aux changements que vous voulez faire. Il faut aussi les soutenir, les appuyer avec une capacité d'application de la loi crédible et dans plusieurs milieux post-conflit, nous ne le faisons pas. Nous pouvons offrir une petite solution à court terme avec une présence militaire, mais tout le monde au niveau local sait bien que cette force, ce militaire, quittera les lieux éventuellement. Et ce qu'on n'a pas appris encore, c'est de bâtir rapidement des corps policiers légitimes et fiables en dépit des efforts déployés pour le comprendre. Et il faut aussi des carottes, pas seulement des bâtons. Il faut pouvoir relancer les services qui encourageront la collectivité à vouloir s'allier à l'État pour le long terme. Et c'est là qu'on revient aux politiques sur le développement traditionnel. Alors, on passe à l'auditoire maintenant. Nous allons prendre des questions, quelques-unes à la fois. Identifiez-vous d'abord et posez votre question. Léonce Red, professeur d'anglais à la retraite. Je ne connais rien du sujet vraiment.
Mais j'ai pensé à quelque chose en vous écoutant, que l'État dépend pour la primauté du droit, le monopole de la violence. Et pendant la guerre froide, les États-Unis dépendaient d'hommes forts pour monopoliser le pouvoir. Et je ne comprends pas très bien pourquoi cette stratégie, que je n'approuve pas, pourquoi elle est démantelée. Et comme complémentaire, le trafic de drogue dont vous avez parlé souvent et autres formes de revenus illicites, est-ce là la clé de cet élément de la guerre froide, des hommes forts qui étaient soutenus par les États-Unis et l'OTAN, j'imagine? Moussa Mohamed, ambassadeur du Soudan au Canada. Merci à notre conférencier distingué pour le point de vue qu'il nous a communiqué sur le crime organisé. C'est un sujet bien intéressant. Mon observation, c'est que vous avez beaucoup parlé du modus operandi des groupes criminels organisés, du crime organisé. Je suis d'accord avec Monsieur John que c'est une question fort complexe et il faut faire encore beaucoup de recherches sur le modus operandi, sur les tactiques, les stratégies de ces groupes. Mais ce qui est encore plus important, à mon avis, c'est de voir quelles sont les stratégies et les mécanismes, plus particulièrement à l'échelle nationale et surtout à l'échelle internationale, parce que on sait bien que le crime organisé pose des risques à l'économie, à la vie des populations. Vous savez que, bon, avec les guerres civiles, ont eu recours à bien des mécanismes internationaux comme le maintien de la paix, les Nations unies, les sous-groupes, les groupes continentaux. Alors, merci. On va commencer avec ces deux premières questions, puis on retournera à l'auditoire tout à l'heure. Bon, en fait, ce sont des questions qui se complètent bien, parce que vous avez raison. La situation pendant la guerre froide était bien différente de la situation au niveau international maintenant. Il y a beaucoup de données historiques qui démontrent que les deux parties, pendant la guerre froide, étaient heureuses de travailler avec des groupes criminels si cela leur conférait du pouvoir, si cela les aidait à arriver à leur fin stratégique. On a des preuves, par exemple, de la relation entre la CIA et les trafiquants de drogue du sud-est de l'Asie. Alors, ce qui a changé après la fin de la guerre froide, je crois, c'est que ce n'était pas perçu comme étant nécessaire et la montée des normes libérales dans les nations démocratiques et qui défendaient la justice au niveau international. Alors, cela prouve quelque chose, peut-être une petite surprise stratégique. Quand on va dans un pays et qu'on joue avec les structures politiques, bien souvent, on laisse des vides derrière que ces hommes forts peuvent exploiter de façon inattendue. Et ces problèmes sont parfois beaucoup plus difficiles à rectifier qu'on le pensait. Nous n'avons pas nécessairement la capacité institutionnelle sur place pour
arriver à les anticiper, voire et encore moins à y réagir. Il y a de l'information, les gouvernements possèdent de l'information sur ces groupes, mais tout est très éparse. Les agences de renseignement secret ont beaucoup d'informations sur ces groupes et sur ce qu'ils font, mais l'information est plutôt déconnectée de ce qui se passe dans les agences de développement. Et peut-être que l'information disponible pour les diplomates et le militaire n'est pas examinée dans la même perspective de ce dont on parle ici aujourd'hui et n'est pas examinée dans le cadre de l'impact sur le développement à long terme. Alors, il faudrait peut-être faire des analyses plus cohérentes et plus stratégiques de ces informations, ce qui me ramène à la question de la façon d'aborder cela à l'échelle internationale. Ce n'est pas facile, non seulement parce que l'information est éparse, mais aussi parce qu'il y a des obstacles fondamentaux à le faire à l'échelle internationale, notamment que dès qu'on appelle quelque chose un crime, c'est une question qui relève d'un gouvernement national. Il y a peut-être une base de coopération internationale, mais ce n'est pas une question qui peut être réglée par la communauté internationale. Ceci enfreindrait toutes sortes de normes, de questions de souveraineté et de territorialité. Alors, en ce moment-là, on crée des obstacles à en discuter au niveau international. Depuis 20 ans, on a fait des progrès là-dessus par rapport aux guerres civiles, par exemple. On discute des guerres civiles au niveau international, mais le crime, non, on n'y est pas encore. Et ceci parce que la justice criminelle, la définition de ce qui est criminel et l'application de normes est cruciale pour à l'idée d'un monopole sur la violence. Pour qu'un souverain dise mon recours à la force, c'est simplement faire appliquer la loi et votre recours à la force, ça c'est criminel et ce sera puni par mon pouvoir. Cela va au cœur même de la souveraineté. Il est très difficile pour les États de s'entendre à céder ce pouvoir pour définir un certain groupe comme étant criminel et forcer l'application de la loi et que de laisser aller ses pouvoirs à la communauté internationale, c'est très difficile. Quoi qu'on voit un certain mouvement aux Nations unies là-dessus, on le décrit, mais les progrès réalisés pourraient être qualifiés de glaciaires. Jennifer Saul, l'Institut Nord-Sud. J'ai 3 questions. En fait, quand je suis venue au micro, je n'en avais que 2, mais vous m'avez fait penser à une 3e. Elles ne sont pas vraiment interreliées, alors je vais essayer d'y aller rapidement. Première question. Vous avez commencé à parler de ces questions dans votre présentation et je me demandais si vous pouviez élaborer un petit peu plus sur ce que vous pensez de la réforme de la sécurité traditionnelle, le désarmement et la réintégration. Il ne s'agit pas d'acteurs traditionnels. Qu'est-ce que cela représente sur, par exemple, si on voulait les traiter davantage comme on a traité les groupes militarisés de rebelles et non pas des acteurs étatiques? Deuxième question, qui est le mieux placé? Quels sont les acteurs les mieux placés pour engager le crime organisé ou enfin, je ne sais trop quelle nouvelle expression il faudra trouver pour les définir. J'ai l'impression, surtout sur ce que vous venez de dire, suite à ce que vous avez dit sur la souveraineté, qu'il y a un défi quand même qui se pose au pouvoir de l'État, qui fait que l'État est un acteur difficile à engager directement. Donc, qui seraient les mieux placés? Et ma 3e question, c'est que compte tenu de tout cela, ce que vous avez dit sur la souveraineté, sur le fait qu'il s'agisse là d'enjeux nationaux, quoiqu'il y a des éléments transnationaux, qui pourrait agir, prévenir ce genre d'activité? Enfin, je m'arrête là-dessus parce que c'est une question qui est un peu floue. Excellent questions again. Ces questions-là sont excellentes. Je les passe en revue parce que je pense qu'il y a un lien entre ces questions. Quel est l'impact sur DDR et SSR? Réfléchissons. Comment procéder avec ces gens-là? D'abord, il faut pouvoir leur parler.
n'est pas clair dans mon esprit que c'est permis par la loi pour plusieurs organisations à l'heure actuelle. Si vous êtes un ONG américain et que vous déjeunez avec quelqu'un du Taliban pour leur parler d'un programme DDR, mettons, et que vous les invitez, vous devez payer le lunch, vous risquez de poursuites conformément à la loi. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être adoptée par le Congrès. Même chose pour le groupe rebelle M23. Cette loi est reprise par certaines agences de donateurs exigeant différents types de rapports par les acteurs de développement pour s'assurer que l'argent ne passe pas du donneur aux mains d'un groupe que l'on considère hors la loi. Alors, il y a un problème là qui se pose pour le DDR. Mettons qu'on n'a pas ce problème. Ensuite, il faut réfléchir à la façon dont on va structurer son programme pour qu'il soit suffisamment attirant pour que les gens souhaitent démobiliser. Il faut déterminer quel est leur prix. Et c'est riche en défis parce que c'est bien difficile d'obtenir de bons statistiques. Quelles sont les sommes qu'ils retirent des marchés criminels et ça dépend de façon radicale de ce qui se passe sur les marchés criminels ailleurs. On parle d'un marché de stupéfiants, c'est un marché mondial. On a de très mauvaises données, très difficile d'établir des prévisions. C'est donc difficile d'identifier de façon précise prix pour le DDR. Et ça peut aussi dépendre de d'où on est au sein de l'organisation criminelle. Ça peut être la même chose avec le DDR traditionnel. Il y a des facteurs comme ça. Donc, c'est une analyse criminelle des marchés qu'il faut incorporer au DDR. Ensuite, il faut réfléchir à la façon dont le programme est mis en œuvre lorsqu'il sera conçu. Ce qui m'amène à votre deuxième question, qui doit se charger de l'engagement? Si c'est un programme de l'État, vous avez le problème que vous avez mentionné. L'État, le crime organisé a besoin de l'État, mais l'État est en quelque sorte l'ennemi. La corruption est conçue pour paralyser les pouvoirs d'application de l'État. C'est un risque pour l'organisation criminelle. Si l'État surveille un tel programme, ça peut fausser la structure des tentatifs. Il faut donc de tiers neutres. Où est-ce qu'on va les trouver? Au El Salvador, il y a un processus important où on négocie une trêve et il y a différentes personnes de tiers auxquelles on a fait appel. Il y a eu l'État, bien sûr, mais on s'est aussi fié sur des éléments de l'Église catholique et plus récemment l'Organisation des États américains pour donner une certaine crédibilité et certitude au processus pour les parties qui sont engagées. Et ça m'amène à la troisième question. Que se passe-t-il à l'échelle internationale côté prévention? Eh bien, c'est très fragmenté à l'heure actuelle, mais on voit qu'il y a convergence de pratiques chez les gens dans le monde du développement que l'on appelle réduction de la violence armée avec certains praticiens de la sécurité et certaines personnes qui ont des expériences stratégiques à des endroits comme l'Afghanistan qui se rendent compte que c'est bien de transférer le pouvoir au niveau politique, mais si on veut transformer le pouvoir au niveau, il faut différents outils. Ces collectivités commencent à se parler. Quelquefois, elles le font dans un contexte très particulier, comme le trafic de la cocaïne dans l'Afrique occidentale, où est-ce qu'on doit libéraliser les politiques de contrôle de drogue, de stupéfiants. Quelquefois, on le fait à un niveau plus abstrait, réduction de la violence armée, par exemple. Ce que nous devons faire, c'est resserrer ces réseaux de sorte que ces experts-là pourront commencer à comprendre. Là, ils ont des approches semblables, différentes, et comment ils peuvent les rendre opérationnels. Un cadre de mise en œuvre que l'on pourra mettre à l'essai dans la vraie vie à certains de ces endroits. Bien, il nous reste environ 10 minutes. Nous allons clore avec les deux personnes qui sont déjà debout. Je m'appelle Stan Handsome, je suis diplomate à la retraite. J'ai de l'expérience au Soudan et en Yougoslavie, ancienne Yougoslavie, question de souveraineté et d'intégrité territoriale et l'absence
de cela. Alors, pendant bien longtemps, ça faisait partie de mon travail et j'aimerais pouvoir vous dire que je me sens beaucoup mieux après avoir écouté votre présentation. Mais j'imagine que vous avez essayé d'atténuer les inquiétudes. Je reviens à votre point, ce que vous avez dit au départ, ce que l'on appelle les organisations criminelles qui sont à la recherche du pouvoir et non seulement des profits. Mais vous avez continué, et il me semblait à ce moment-là que le pouvoir et les profits ne sont pas des objectifs qui s'excluent mutuellement, mais se renforcent plutôt. Voici ma question. Est-ce qu'une stratégie d'édification de la paix doit donc défaire le lien entre les deux, probablement grâce à ou surtout à cause de la résistance de ceux qui en profitent et comment y arriver? Alors, j'aimerais également vous féliciter. C'était une très belle présentation. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Sheila Kaz. Je travaille en Amérique latine, des questions de développement, et ce, depuis des décennies. Voici ma question. Comment croyez-vous que l'impunité récente accordée à l'HSBC, à l'exécutif, pour le blanchiment d'argent, ils ont été reconnus coupables et c'était les cartels de stupéfiants du Mexique et de la Colombie. Comment faire pour contrôler ou trouver des solutions à ce crime organisé à l'échelle internationale? Et on pourrait peut-être terminer la séance, une question moins sérieuse. Est-ce que vous regardez Breaking Bad? Breaking Bad. De très bonnes questions, d'excellentes questions. Je commence par l'impunité HSBC et oui. Alors, là, je joue le rôle d'un avocat et je dis que le problème fondamental avec cette approche, même si c'est utile pour les positions fiscales nationales, c'est que ça semble indiquer qu'il y a des inégalités devant la loi, que si vous êtes un pirate somalien et que vous êtes saisi par la marine américaine et vous êtes à prison à vie, si vous êtes HBC, vous ne le faites pas. Je comprends les complexités de la prise de décision pour en arriver à ce type de règlement et l'importance d'une institution comme HSBC, comme les amis américains disent, pour les familles qui ont des hypothèques. Et je comprends aussi que HSBC est une grosse organisation. C'est surprenant qu'il n'y ait pas une seule personne. Et que les poursuivants semblent penser qu'ils étaient suffisamment coupables pour les poursuivre devant un jury. Alors, il y a des questions d'inégalité face à la loi et qui font en sorte qu'il est difficile d'envoyer des signaux très clairs aux autres établissements, institutions financières qui aident, qu'ils le veulent ou non, ce type d'activité, que cela ne sera pas toléré. Si nous n'envoyons pas ce type de signal, nous permettons à toute l'économie mondiale d'être pénétrée par ce pouvoir. Nous ne devrions pas prendre pour acquis que les hommes forts ne se prévalent pas de la technologie des systèmes financiers modernes. Au contraire, John Kerry, le nouveau secrétaire d'État, il y a 20 ans de cela, a dit que les centres bancaires outre-mer
existe seulement que c'est de l'argent qui a été piraté d'autres économies. Et on doit supposer que le type d'acteurs dont on parle aujourd'hui se prévalent de cela. Si nous voulons transformer ce type de système, il nous faut envoyer des menaces crédibles. L'ambassadeur Hansen, votre excellente question au sujet des liens entre le pouvoir et les profits et comment nous pouvons rompre ce lien sans causer énormément de problèmes. Je pense que ça va au cœur même du problème. Nous savons qu'il y a un moyen de réduire la violence associée au crime organisé. Et c'est de permettre aux personnes qui ont le pouvoir, grâce au crime organisé, continuent de fonctionner, d'opérer s'ils ne s'engagent pas à la violence, ou de ce pouvoir-là, le transférer dans des structures économiques légitimes, ce qui réduit la violence. Le défi qui est le nôtre, le dilemme, que voulons-nous? Est-ce que nous voulons réduire la violence maintenant? Ou bien voulons-nous punir les personnes qui œuvrent dans le domaine des activités criminelles? Il y a de très bonnes raisons. On peut choisir l'une ou l'autre de ces réponses. C'est bien difficile au niveau national d'avoir une conversation à ce sujet pendant que nous continuons de nous cacher derrière des étiquettes, et j'en suis aussi coupable que les autres, tels que le crime organisé, étant donné tout le bagage qui s'y rattache. Nous devons déterminer ce que cela offre aux personnes. Nous devons séparer. Il est plus difficile d'avoir cette discussion au niveau international pour toutes les raisons qui se rattachent à la souveraineté nationale dont vous avez parlé. Eh bien, sur ce dilemme en matière de politique, nous allons sans doute continuer de nous attaquer, de faire la recherche. Nous le ferons au CRDI. Merci de ce message très important. Nous vous remercions aussi d'être venu, de votre présence, et restez à l'écoute. Je vous remercie beaucoup.